Je me suis demandé à plusieurs reprises comment et pourquoi Françoise Collin avait quitté le terrain de l'écriture littéraire pour se consacrer à l'activité politique féministe et faire autrement œuvre de création plurielle avec d'autres. Si écrire se profile en général comme une activité solitaire, l'action du groupe féministe était au contraire fondée sur les relations, la communauté, les partages de paroles et projets, la solidarité. Cependant, pour Françoise, œuvre et monde commun ont toujours entretenu un rapport vital au-delà des différences de pratique. Agir du côté de l'écriture, comme du mouvement féministe, exige une profonde implication de toute la personne. Cependant, praxis et poétique, poiesis, même lorsque se rapprochent, gardent une certaine distance ou même dissonance. Collin n'a pas peur de traverser de diverses façons cet espace différentiel. Reprendre et faire entendre quelques-uns de ces textes ne permet pas uniquement de clarifier ces notions, mais d'aborder un des aspects les plus problématiques de la pensée féministe, les relations, différents de pratiques symboliques et politiques. En insistant et en réactivant la praxis de la différence, Françoise Collin a certainement réussi à éviter de la contraindre dans une vision dualiste avec une extrême lucidité quant à ses enjeux et ses perspectives. En tout cas, elle a maintenu une mobilité de positionnement en se situant au cœur d'une politique féministe capable de se moduler en permanence par rapport au présent. Si l'on prend des définitions de ces mots, praxis et poiesis, le premier se réfère à l'agir sans objet et sans finalité, le deuxième à la production et fabrication selon un modèle ou une fin. Malgré cette distinction, on peut tenter de repérer des rapprochements entre poésie et politique, même lorsque le poétique s'allie ou s'accompagne avec une pensée éthique. Mais pour parvenir à songer à ces possibles croisements, il a fallu modifier profondément, à travers la pratique politique féministe, l'essence même du politique, de la pratique et du faire théorique. Françoise Collin commence en tant que poète et écrivain. Je rappelle brièvement quelques-uns de ses textes. Une série de livres sont publiés au début des années 60. 2 livres de poèmes se situent en amont et en aval de ces publications. En 1959, dans la revue Écrire numéro 6, créée et dirigée par Jean Cayrol, donc une série de poèmes, et en 2008, On dirait une ville, aussi des poèmes et des textes publiés par les éditions des femmes. 2 romans, Le jour fabuleux en 60 et Rose qui peut en 62, suivis 20 ans plus tard par Le jardin de Louise en 87 et Le rendez-vous en 88. En citant ces textes, ces titres et ces dates, on ne peut pas vraiment affirmer que la philosophe et féministe Françoise Collin ait complètement délaissé l'écriture poétique et la fiction lorsqu'elle s'est tournée vers la philosophie et les mouvements de femmes. Cette autre pratique, en solitaire, est également importante et continue. Peut-être d'ailleurs que cette transversalité lui vient d'abord de son rapport à la langue française en tant qu'immigrée blanche, pour utiliser l'expression de Rosie Braidotti qu'on a entendue hier dans son intervention vidéo. Étrangère et immigrée, elle passe les frontières tout en travaillant au cœur de la langue française, un véritable monolinguiste de l'autre. J'utilise l'expression du titre dans des ouvrages de Jacques Derrida. Monolinguiste de l'autre, dans lequel elle se cache peut-être un bilinguisme inouï qui pourrait être une des clés de sa proximité avec Hannah Arendt, dont elle dit, dans un article du numéro des Cahiers de Griffes qui lui est consacré, que, je cite, « Dans les textes résonne un sous-texte et dans la langue une autre langue. C'est pourquoi sa pensée, donc celle d'Hannah Arendt, est toujours du 2 en 1, jamais réductible à l'un. » Fin de citation. En fait, porter la différence, le différent, au cœur de la langue est à la fois un acte poétique et politique. Acte qui ne consiste pas à marquer les frontières en tant que division, mais à ouvrir des passages inédits, des lignes de fuite permettant des avancées. Cela est valable également par rapport aux spécificités culturelles qui caractériseraient des cultures dominantes et dominées, mettons masculines et féminines, dans un texte justement d'une conférence qu'elle a prononcée au Québec. Je cite, il n'y a pas de cogito femme, c'est le titre donc, de cette conférence. Dans ce texte, elle envisage plutôt une culture transculturelle en relativisant les catégories de masculin phallique.
une spécificité parmi d'autres, dit-elle. Elle remarque néanmoins que l'écrivaine est en lutte permanente avec la langue sans pour autant la supprimer. Je cite, la manœuvre pour l'écrivaine, par exemple, mais à d'autres titres pour l'écrivain, est de la détourner et de la subvertir plutôt que de l'annuler. Fin de citation. Dans ces 20 ans qui séparent les publications de textes poétiques et de fiction, elle a autrement créé, expérimenté, avec d'autres femmes, des formes de praxis politique qui comportaient la mise en question et mise en commun d'une réflexion sur les logos, la parole, le corps et la subjectivité et la sexualité, les structures socioculturelles du pouvoir et d'oppression des femmes. Les cahiers du Griffe sont les signes justement de l'œuvre la plus éblouissante de cette création. On en a parlé hier justement dans les interventions de Florence Rochefort et de Michel Zancarani. Politique et poétique sont à entendre ici au sens arendtien en tant qu'œuvre d'une pluralité de sujets et de paroles issues de l'expérience et de l'agir pensant. En regardant la chronologie donc de publication de Françoise Collin, on pourrait inferer que qu'il y a une première période placée sous les signes de l'écriture et scellée par l'étude de l'œuvre de Maurice Blanchot. La question de l'écriture chez Maurice Blanchot. Tandis que la praxis émerge surtout de la découverte successive de Hannah Arendt, qui aboutit à l'organisation d'un colloque au Collège de philosophie, à la publication d'un numéro des Cahiers du Griffe, donc en 1986, et au livre L'homme est-il devenu superflu Hannah Arendt. Oui. En effet, la lecture et la réflexion sur la pensée d'Arendt ouvre un autre horizon à la pensée féministe de Collin, sans pour autant diminuer l'expérience intense et vitale de la pratique et du travail conduit jusque-là. Et non plus la référence à l'écriture, selon Blanchot, mais aussi une partie de la philosophie post-structuraliste. Je pense en particulier à Derrida, mais on a vu aussi Lévinas et d'autres. C'est justement cette capacité de traverser des espaces de pensée et des pratiques qui sont souvent situés aux extrêmes et peuvent par conséquent difficilement être conçues dans un horizon partagé que je voudrais souligner en donnant quelques exemples. Un style de pensée qui n'est véritablement pas de l'ordre de la médiation du différent, ni de la déconstruction. Elle a utilisé parfois les mots de vigilance ou veille, mais je crois qu'il faut encore chercher pour trouver peut-être d'autres termes. Une bonne partie de l'article Entre poiesis et praxis, les femmes et l'art, issu d'une conférence qu'elle a tenue au Centre Pompidou à l'occasion de la grande exposition Elle at Pompidou, donc qui s'est déroulée entre 2009 et 2011, remarque la persistance de la double exclusion des femmes, à la fois du symbolique et du politique. Les femmes sont hors scène dans la représentation du monde commun. Je cite, « Politique et poétique, praxis et plastique sont les deux formes de constitution du monde commun et la domination masculine séculaire passe tant par l'un que par l'autre. » Fin de citation. Pour les artistes, la question est cruciale, car elle nécessite un lieu de travail, d'un espace matériel, l'atelier, d'un apprentissage du métier, mais aussi, ajoute-t-elle, de l'autorité et de la reconnaissance dans les contextes social, politique et culturel. Dans la deuxième partie de l'article, portant sur les œuvres exposées dans l'exposition, donc Elle at Pompidou, Collin revient sur la singularité de l'artiste femme et sur l'extrême diversité des œuvres exposées. Je cite, « qu'une hypothèse de type historico-social, les femmes, les genres, le féminisme, a présidé à leur rassemblement pour les apprendre une par une, œuvre par œuvre, dans les registres de l'art qui est le leur. » Fin de citation. L'autorité n'est pas uniquement tributaire de la poésie, donc du savoir-faire, que l'on peut acquérir, mais de ce qu'il faut conquérir, à savoir ce passage du registre de l'expertise à celui de l'autorité dans la détermination de l'œuvre d'art n'est pas nécessairement propice aux femmes. Au-delà donc des ambiguïtés insurmontables et des contreparties de la visibilisation des œuvres des femmes, Collin la préfère, donc cette autorité, à son occultation, bien entendu. En tout cas, les réponses ne peuvent être que fragmentaires et ne pas se poser ou opposer comme des thèses irréfutables. La praxis n'est pas uniquement une pratique d'apprentissage ou de fabrication, une action. C'est une action qui rompt et inaugure une initiative, un initium,
qui déstabilise et même annule la relation d'assujettissement, sujet-objet. Ce qui intéresse Collin dans la notion d'écriture, c'est l'évanouissement du sujet-auteur, sinon sa disparition. Disparition dans les pas-un, donc c'est les termes qu'elle emprunte à Blanchot. Il s'ensuit que l'écriture peut difficilement être reconduite à la production, voire fabrication d'un objet. Le lien est rompu, la représentation est détournée vers l'irreprésentable. Dans un entretien de 1988, un entretien conduit par Joke Hermesen, Collin est invité à parler de Blanchot et Arendt et de son passage, si l'on peut dire, de l'un à l'autre. Évidemment, ce n'est pas simplement en ces termes que la question est développée. L'interrogation porte sur ce rapport, ou plutôt non-rapport, entre poétique et politique, écrire et agir. Mais on va préciser. D'emblée, Collin observe qu'écrire est une forme d'agir, et donc du côté de la praxis plutôt que de la poiesis. Pour elle, la jonction entre le politique, selon Arendt, et le poétique, selon Blanchot, se situe dans la relation à l'autre. En fait, même lorsque agir engage la singularité de quelqu'un, celle-ci ou celui-ci est toujours en relation avec l'autre, car il y a interpellation, appel, destination. De même, l'œuvre a besoin de cet appel, de cette destination ouverte à l'inconnu, éventuel lecteur, et s'engage dans cette direction. Cette interpellation vers l'inconnu ou l'inédit est dépourvue de représentation préalable. C'est donc vers un certain irreprésentable que l'écriture comme l'action se mobilise. Plus précisément, Collin fait observer que selon Arendt, je cite, l'acte artistique et l'acte politique vont en direction de ce qui n'est pas encore, sans représentation de ce qu'ils visent. Fin de citation. C'est là, justement, que la praxis prime sur la poiesis. C'est dans cette absence de représentation que Collin puise ses arguments pour soutenir la nécessité d'une interpellation réciproque de l'art et du poétique par et à l'encontre du politique. La surdité à cette interpellation serait même le signe inquiétant dans, je cite, espace inhumain menacé de totalitarisme, et aussi un danger de devenir, je cite encore, discours convenu, purement opératoire, stratégique, et donc étranger à l'imagination. Fin de citation. L'on comprend, par conséquent, que c'est un point décisif, incontournable, à propos duquel il est nécessaire de faire appel à cette vigilance, à la fois politique et symbolique, dont je signalais l'importance au début. Elle aura encore la possibilité d'approfondir cette compatibilité et plus entre écrire et agir en évoquant son itinéraire politique dans le féminisme. C'est la pensée de la liberté au sens où Arendt la signifie, à savoir ce qui se traduit en invention, événement, sans modèle et désormais sans référence à l'oppression ou à l'oppresseur. Comme, et ça, c'est la définition plutôt de la libération, entrant la libération. La libération a toujours un rapport, au fond, avec l'oppression, puisqu'il doit s'y opposer. Cette idée est en rapport avec cette expérience et exigence même de l'écrire-agir, qui est pour Collin, je cite, invention constante de ce qui ne se sait pas encore, l'agir est sans modèle. Répète elle. Agir et écrire, pour Collin, sont donc intransitifs, sans objet et sans finalité. Ce sont les termes essentiels de la praxis qui signifient la mise en jeu permanente, irréductible à une ou à des théories ou définitions. En parlant du féminisme, Collin emploie une expression encore plus forte, choc. Je cite, « Le choc du féminisme est d'avoir fait de la différence de sexe un agir. Elle n'est plus de l'ordre du constatable ou de l'analysable, mais de l'ordre du transformable. » Fin de citation. Idée avec laquelle je suis profondément en accord. Et je pense que je ne suis pas la seule. L'agir de l'art doit être en permanence mêlé à l'agir politique. Autrement, l'action ne devient que discours stratégie. Elle appelle aussi cela le mouvement pour rien, les moments pour rien. L'on retrouve cette position dans la méfiance, sinon le refus d'adhérer ou souscrire à toute définition essentialiste ou tout simplement catégorielle des différences, de la féminité ou du féminin. Non pas dans un esprit partisan, mais justement comme possible limite à cette invention
continuelle, seule garantie de la liberté. Il ne faut pas pourtant en conclure à une sorte d'apaisement, de conciliation entre agir et écrire. Il y a toujours une certaine dissonance. Comme je laissais entendre auparavant, Colin ne recule jamais par rapport à la contradiction et entretient la dynamique du différent, qui permet la mobilisation insurrectionnelle de la pensée par rapport à la tendance institutionnelle. Cela vaut pour la praxis de la différence sexuelle comme pour les pratiques de l'écrire-agir. Pourtant, il y a des distinctions qui entraînent même des déchirements et des choix douloureux. Ainsi, si l'écriture est, dans un premier temps, une façon de se rapporter à soi-même, de s'engager dans la lutte avec les mots, avec la langue dans un espace privé qui semble ignorer un espace social existant, avec le féminisme apparaît les besoins d'une autre écriture, liée à un contexte historique et politique et à des objets de changement des relations et du monde. En tant que féministe philosophe, Colin ne renie donc pas son expérience et sa pratique de poète écrivaine. Bien au contraire, celle-ci sans cesse est réitérée comme un principe, une force qui permet de résister contre toute tentative de positionnement dogmatique. L'interpellation, les représentables, l'excédent et l'ouverture du sens sont au cœur, donc, selon Colin, du poétique et du politique. Car, je cite, toute écriture, tout art, dans la mesure où elle excède les champs du seul savoir, ouvre l'horizon du sens, interpelle les humains dans ce qui leur est essentiel et qui est aussi inépuisable. À cet égard, elle serait le plus politique des langages. Mais il ajoute un autre langage qui travaille avec les possibles et cependant nécessaires, et tous les opprimés le savent bien, pour transformer dans les social les rapports de pouvoir. Bon, je passe là à une dernière partie parce que je pense que sinon on n'a pas le temps. Donc, j'avais repris, dans cette partie que je vais sauter d'autres textes qui également approfondissent les rapports entre art et politique, mais je tiens à travailler sur un texte que je considère être très important et qui a aussi un rapport avec l'art brut, puisqu'il s'agit d'une visite qu'elle fait au musée de l'art brut de Lausanne, mais où elle développe ultérieurement la question justement aussi de l'écriture, du sans-sujet, ou d'un certain immémorial qu'elle appelle la trace. Et donc le titre de cet texte très beau s'appelle La marque et la trace. Colin a réussi à raccorder donc ces différents parcours de sa pratique et de sa pensée, toujours nés d'une relation et d'une réflexion avec, d'un côté, Blanchot, ou je dirais les livres à venir, Hannah Arendt, L'agir et la pluralité, et sa pratique politique féministe avec d'autres femmes. Et ensuite, son expérience avec l'écriture. C'est un entrelacement complexe mais lisible. Je le retrouve dans l'itinéraire qu'elle accomplit dans une ville, Lausanne, où elle a été invitée pour donner une conférence. Et c'est un texte différent des autres. Ici, c'est plutôt un parcours libre qui, du coup, l'amène vers un courant profond de sa pensée, à la fois poétique et politique. Comme elle dit, penser, c'est-à-dire imaginer, me séduit toujours. En effet, ce n'est pas du discours, c'est presque du journal intime qu'il s'agit dans ce texte. Une sorte d'aveu de la penseuse en promenade. Tout cela nous rappelle les débuts romancés et théâtrales d'une chambre à soie de Virginia Woolf, où elle, donc Virginia, conférencière invitée, décrit minutieusement les pelouses, la rivière, le repas au restaurant universitaire du campus de Oxbridge, avant d'aborder le thème brûlant de sa conférence, à savoir Women and Fiction. L'on retrouve dans les textes donc, de Colin l'étrangère, la flâneuse entre plusieurs langues. Je cite donc Colin. Je rêve un instant d'habiter la Suisse et d'être suisse, de dire octante, comme je disais 90 en Belgique, maintenant que je ne dis plus que 90. À peine me suis-je éloignée de Paris que Paris, si nécessaire, perd toute nécessité. Dans chaque lieu, je me convertis au lieu, couleur locale. Je m'enracine par l'imagination d'un moment. Je trouve ça magnifique. Tout cela ne sont que des préliminaires au choc de l'événement inattendu. Beaulieu, le musée de l'art brut de Lausanne. Je crois que Françoise a saisi parfaitement l'essence de ce parcours réel et hautement imaginé et pensé par une écriture qui cumule la force poétique et philosophique. On y reconnaît cette direction vers l'inconnu de l'écriture blanchotienne, mais aussi de la sienne, la destination sans le nom du destinataire.
Ici, la destinataire, à l'occurrence, inconnue, c'est elle. Je cite. « C'est ici que, sans que je le sache, rendez-vous m'a été donné. Ce qui ne m'a pas été adressé, ni à personne, recèle une force inouïe d'adresse. La solitude frappe de plein fouet. » Fin de citation. Ici, la question n'est pas la valeur esthétique des objets exposés, c'est plutôt l'absence ou mieux la sidération des sujets. L'anonymat de, je cite, « ceux qui n'ont pas eu raison, ni de raison, qui se présente ici, ce qui n'est pas sujet. » Fin de citation. Ici, dans ce lieu du hors-lieu, et pourtant dénommé beau lieu, Colin fait directement l'expérience presque traumatisante des œuvres désœuvrées, du désœuvrement dont parle Blanchot. Ces œuvres ne sont pas conçues selon une finalité esthétique, poiesis. Elles sont simplement faites au jour le jour, selon une pulsion de fabrication quotidienne, compulsive. Ce qui amène Françoise très vite au cœur de ce qui sépare ici la conférence d'en haut de l'art brut d'en bas. L'affirmation du féminin et du droit des femmes sur la scène publique de l'histoire et la béance du sujet, qui ouvre vers, je cite, « un autre féminin, d'hommes et de femmes, désarticule l'impérieux de la voix. Déchirement de la pensée au féminin qui va et vient entre cet en bas et cet en haut, entre le faire et la défaite, entre le nom et l'anonyme, entre les dits et les dédits, dans un même dire. » Fin de citation. Soudain lui apparaît sa propre démarche féministe, avec, côte à côte, l'image des femmes victorieuses contre l'injustice et un sentiment beaucoup plus indécis et à la limite inquiétant qui l'habite. Je cite, « la fascination de l'anhistorique par lequel je faisais souche avec mon origine maternelle. » Fin de citation. C'est lieu qui est aussi hors de place, lieu qu'on ne peut définir et qui n'a pas la réponse à tout. Du coup, de cette véritable délocalisation, c'est toute la pensée, tout le discours qui est réécrit. Une longue méditation martelée sur penser au féminin et en déployant toutes les nombreuses apories que cette pensée comporte. Ensuite, en premier avec le féminisme, lorsque celui-ci l'impose sous forme d'un impératif discursif qui s'étendrait dans le cadre d'une pensée de la dualité des sexes, ce qui ne semble pas la satisfaire. Il faut trouver une autre issue qui n'est pas un simple contournement, mais peut-être une reformulation qui permet de sortir de l'impasse de l'identité identifiable, de la dualité et même d'un certain discours de libération. Je cite, « Ce qui est de l'humain appartient à la trace, non à la marque. Penser au féminin, ce n'est pas alors en penser de femmes, produit par une quelconque appartenance sexuelle fonctionnant comme déterminant au point de vue. Ce n'est pas en penser en tant que, mais en penser à partir de. » Fin de citation. Ce serait donc un autre acte. Je ne sais pas si l'on peut aussi désigner comme agir, comme praxis, ce qu'elle appelle recueillement de traces qui demeurent traces sans être assignées au rôle de marque. Se démantèle. Ces phrases d'une très grande force et vérité sont aussi à entendre comme une vacillation, un mouvement de pensée qui ne tranche pas, qui n'emprunte pas une structure duelle, mais interroge et s'interroge en permanence. C'est laissé appeler par ce qui aurait tendance à être écarté. Dans ce cas, c'est encore l'irreprésentable dans le représentable. Je cite, « la mémoire de l'immémorial qui s'inscrit en moi. Elle installe en chacun de mes gestes une veille plus vigilante que tout discours. » Fin de citation. Ce qui a bouleversé Françoise à Beaulieu, c'est assez proche de cette création à la fois politique et poétique qui a été pendant un moment le mouvement des femmes. Création collective où s'écrivait, peignait, criait à la fois le monde et les textes, où écrire et vivre s'accomplissaient en même temps. Moment vécu, rêvé, dit-elle. Ce moment a probablement été court, mais il a été. Il permettait de rêver que le monde à venir serait un monde qui se développerait comme une écriture, non comme un discours ou une thèse, élaborant un être ensemble ouvert et non une nouvelle fonctionnalité communicationnelle. Fin de citation. Ce texte tire une sonnette d'alarme, mais elle ne démentit pas ce qu'elle a toujours soutenu, mais peut-être avec plus d'inquiétude par rapport au futur et du féminisme et de la création des femmes. D'un côté, il y aurait des vainqueurs, je cite, affrontés à sa conquête de l'institution et des autres les vaincus, dont l'existence justifie et alimente les discours des premières.
Il arrive aussi que les deux rôles se disputent la même personne. Fin de citation. Cependant, cette grâce de mouvement, cette liberté dans la libération, est suspendue quand l'instrumental prévaut sur l'insurrectionnel. En tout cas, l'art ne peut apporter le salut. L'art ne libère pas, dit-elle. Il n'est pas assigné à la libération. Il exige la liberté. On retrouve cette confrontation qui procède de la distinction entre poiesis en tant que faire, fabrication finalisée, et praxis en tant qu'agir sans garantie. À l'insu, je cite, de ses moyens et de sa fin, agir qui s'expose au risque d'aller vers ce qu'on ne sait pas, au lieu de se baser sur une connaissance établie. Il est aisé de comprendre vers quoi le cœur et la pensée de Colin penchent. Sur ces chemins de flâneuses, l'on retrouve celle de Lausanne, mais aussi les mouvements du badaud de Benjamin et l'impossible au sein du possible de Blanchot. Ce texte, dont celui dont je viens de parler, n'est pas un dernier texte ou un texte testamentaire. Je le verrai plutôt comme une plaidoirie et une prise de risque, avec la fougue du premier texte, une poussée vers ces œuvres de liberté et création qui pourraient à tout moment, sans qu'on ne s'y attende, allumer de leur feu notre présent. Merci.